Alors, on a utilisé un diapo un petit peu enfantin, vous allez voir les petits bonhommes, mais bien sûr, hein, ces dispositifs-là s'adressent autant même au maternel jusqu'au lycée, hein. Il y a des choses qu'on peut utiliser même au lycée. Donc voilà, il y a des collègues du secondaire, peut-être ils voient le diapo en disant « Ouh là là, ces dessins, ça fait un petit peu maternel ou cycle 2 », mais non, non, ne vous inquiétez pas. On trouvait que c'était sympa ces petits dessins. Donc voilà, bienvenue dans la quinzaine de la citoyenneté, encore une autre des interventions. Alors, petite question, Audrey. Comment est-ce que vous vous sentez? Alors, on adore cette diapositive parce qu'il est important, quelque part, de prendre cette température émotionnelle auprès de nos apprenants de façon à apporter plutôt une attention particulière à ceux qui ne se sentiraient pas top. Voilà, et donc ce diaporama interactif va nous permettre aussi de pouvoir interagir avec chacun d'entre vous. Donc, du coup, vous avez une petite barre violette que vous allez déplacer. Et puis après, on vous invite à revenir sur la salle de visio de façon à voir l'ensemble du collectif. Si Jérôme veut bien évidemment partager son écran et partager les réponses. J'attendais avant que les gens copient. Bon, ça n'existe pas, Jérôme, copier. Tout à fait. Bon, alors ça va plutôt pas mal. Bon, alors, on a pas mal de gens. 8, 9, 10. Ah, ça va bien. 7, 5. Ah, bon, j'avais une personne à 5 hier, tout à l'heure aussi. Quelque chose me dérange, mais ils peuvent quand même se concentrer. Bon, allez, j'espère qu'après, avec nous, voilà, on va vous faire des blagues et que ça ira un peu mieux. On va jouer à fond sur la dimension socio-affective. Allez, Jérôme, on rentre dans le vif du sujet. Eh oui, de quoi allons-nous parler, Audrey, aujourd'hui? Je te pose la question. Nous allons parler du mot de la coopération, puis ensuite on va voir l'aide et le tutorat. Dans un troisième temps, on va parler aussi du conseil coopératif. Puis ensuite, on fera un petit clin d'œil, et Cécile a vécu ce moment magique la semaine dernière avec nous sur la DVDP, le débat à visée, pédagogique, à visée démocratique et philosophique. Et puis ensuite, on verra le message clair et médiation. Et je pense que certains d'entre vous, notamment je pense à Marie-Pierre, le message clair existe déjà dans certains établissements. Donc, il y a sûrement des choses que vous avez déjà vécues ou que vous avez fait vivre à vos élèves. Oui, tout à fait. Donc, on a 5 points à voir ce soir avec vous. Exactement. Donc, vous avez vu, hein, vous comprenez en disant « Waouh !» Là, nous, on a fait la DVDP en 2 heures et là, on va voir donc 10 minutes pour chaque point. C'est ce qu'on s'est dit. Et avant de commencer ces dispositifs, déjà se mettre d'accord sur les mots de la coopération. Alors, déjà, quand on parle de coopération en classe, à quel mot est-ce que ça vous fait penser? Alors, vous avez le perdec, vous avez la petite poire à droite, le petit encart dans lequel vous allez pouvoir écrire les mots, les mots auxquels ça vous fait penser. Pas forcément donner une définition, juste des mots comme ça. Coopération en classe, vous pensez à quoi? Le champ lexical, sémantique même de la coopération. Alors, partage, aide, travail entre pairs, tutorat, entraide indispensable, échange, s'écouter, apprendre par ses pairs. Le tutorat, on va en parler aussi. S'entendre. Partager revient souvent. S'entendre. Alors, nous, on va vous en proposer 5 mots ici. Donc, ce qu'on vous demande, là, ils sont là, les 5 concepts en tout cas. Entraide, coopération, tutorat, aide et travail en groupe, en équipe ou en atelier. J'ai fait une petite erreur ici. On a fait une erreur, tiens. Voilà, vous mettez travail en groupe. En fait, ça va regrouper tout ça. Vous avez ici un schéma, comment on dit? Un graphique. Un graphique, c'est ça. Et l'objectif, vous avez 5 concepts, 5 emplacements, c'est d'écrire dans chacun des emplacements quel concept correspond à quel emplacement. Pour ça, on vous a mis l'outil Draw. Donc, n'utilisez pas la souris pour écrire parce que là, ça va être difficile. Vous allez mettre 2 lettres par case. Utilisez le petit outil, le petit T, qui vous permet ensuite de cliquer sur la diapo et d'écrire le mot auquel vous pensez. Alors, ce graphique, voilà, en fait, aux ordonnées. Bien. C'est là, les ordonnées.
Les ordonnées, c'est exactement ça. Waouh. Relation. Voilà. Bravo. Ouais, je suis avec quelqu'un qui a fait des études supérieures en maths, c'est pour ça que je stresse un peu, pas moi. Sur les ordonnées, on va, voilà, entre relations symétriques, c'est-à-dire entre les élèves, on va être dans une relation symétrique en haut et en bas, c'est relations asymétriques. Voilà, il va falloir. C'est-à-dire que plus on se déplace sur l'axe des ordonnées, plus on tend vers une relation symétrique. Et de la même façon, Jérôme, comment appelle-t-on l'axe horizontal? Les abscisses. Et Bravo. sur l'axe des abscisses, eh bien pareil, vous avez d'un côté les relations plutôt informelles, c'est-à-dire qui sont créées et réalisées dans un cadre qui n'est pas formalisé, qui n'est pas pensé, qui n'est pas proposé, et ici des relations formelles. C'est ce qui relèverait informel de la spontanéité, quelque part. Ponctuelle, Exactement, spontanée. tout à fait. Alors, Allez. est-ce qu'on a des réponses? Alors peut-être vous connaissez, on s'est servi de ça, on a, vous, ah, on s'est servi de ça et on vous a mis toutes les sources dans le chat, sur le diaporama, Sur le diapo. et vous verrez que c'est des fiches dont on s'est servi pour faire ce petit travail-là. C'est pas génial comme ça? Non, mais on voit, alors, au niveau du centre, vous identifiez pour certains ce qui relève de la coopération. Est-ce que tu vois là ou c'est vraiment petit? Oui, alors je m'approche du coup, hein, mais du coup, je dois être un gros plan. Au secours. Ou comme ça, on voit quand même que là, on Oui, a on plutôt voit. l'entraide. Ici, travail de groupe. Là, on a du Donc, tutorat, travail d'équipe. Alors là, travail en groupe, en équipe, en atelier, il y a une erreur, pardon. En atelier, c'est vraiment… ici, c'est vraiment du coup le même concept. ok. Alors, oula, là, par contre, tout le monde a écrit. Alors, on va faire comme ça. Alors, c'est vrai qu'en haut à droite, du coup, on tendrait vers une relation formelle et une relation symétrique, c'est-à-dire où les enfants ont un rôle identique et on est sur un dispositif qui est formalisé. Donc, C'est j'ai ça. vu que certains avaient positionné pas mal le travail en groupe. Mhm. Vas-y, les autres pas? Ouais. Voilà, super. De la même façon, sur un dispositif qui va être institutionnalisé, donc on va avoir une relation, donc du coup formelle, une relation formalisée, où les élèves auront des rôles différents, des rôles asymétriques. Donc là, pour le coup, on rentre dans une relation de tutorat. On a le tuteur et le tutoré. Et puis à l'opposé, entre guillemets, ce qui relèverait d'une relation informelle et une relation asymétrique, c'est tout ce qui relève, oui, de l'aide. Super. Et C'est puis, ça. plus on va aller vers une relation symétrique, mais toujours de façon informelle, on va avoir une relation d'entraide. Exactement. C'est plutôt pas mal tout ça. Ouais, merci. Alors, on vous a fait une petite diapo réponse entre guillemets. C'est là où vous aurez le lien. Voilà, c'est là où vous avez le lien ici sur lequel vous pourrez cliquer quand vous recevrez le diapo où vous aurez les fiches. Alors en fait, ça vous emmène sur le site des cahiers pédagogiques dans lesquels toutes ces fiches qui ont été construites entre autres par Sylvain Colac, Cyril Askessis, Pierre Ciotta et une autre collègue dont j'ai oublié le nom. C'est des fiches hyper pratiques dont on s'est servi à plusieurs endroits en 2 pages et où tout est expliqué. Donc là, celle-ci, c'est les mots de la coopération et c'est bien ce qu'a dit effectivement Audrey. Donc le tutorat, on va en parler un peu plus loin. La différence entre l'aide et l'entraide, c'est ça. C'est-à-dire le fait qu'il y a vraiment une symétrie. Dans l'entraide, ils vont s'entraider ensemble dans une relation informelle, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est formalisé avec des étapes, des maîtres mots, un temps donné, etc., comme peut l'être le tutorat ou le travail en groupe, mais c'est vraiment quelque chose d'informel. Ça peut être dans un projet où ils vont être tous ensemble autour d'un projet, ils s'entraident parce qu'ils n'ont pas la réponse. L'aide, effectivement, on va être sur une relation asymétrique. Un élève va venir en aider un autre ou une autre. Et dans une relation informelle, le tutorat, en fait, c'est l'aide qui est formalisée.
tout ça, en fait, tous ces dispositifs-là font partie des dispositifs coopératifs, de la coopération. Alors, dans la fiche, on va, comme on dit, on a peu de temps sur chaque concept. Donc, dans la fiche, vous aurez aussi, vous saurez ça un peu plus détaillé. Je vous invite vraiment à aller voir. Vous allez voir, c'est vraiment très, très intéressant et très détaillé. Alors, nous, on va vous détailler ça déjà, l'aide et tutorat. Donc, déjà, est-ce que vous mettez en place du tutorat dans votre classe? Plutôt une majorité, oui. OK. Très bien. Alors, peut-être qu'il y aura des choses ici que vous faites déjà, que vous n'aurez pas forcément besoin de voir, mais certains ne le font pas encore, ou alors peut-être des façons différentes. Voilà, alors dans le tutorat, effectivement, il y a deux choses en fait. Il y a déjà deux personnes, deux rôles. Il y a le tuteur et il y a le tutoré. Alors, je ne sais pas comment vous mettez en place votre tutorat en classe. Est-ce que quelqu'un voudrait nous en faire part? Un exemple, par exemple, de quelqu'un qui met en place du tutorat dans sa classe? Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour nous en parler en quelques instants? Mustapha qui dit qu'il met en place le camarade expert. Et puis Amira qui nous partage, oui, mais en présentiel surtout. Alors effectivement, là, nous, les dispositifs dont on vous a parlé, effectivement, c'est des choses qui vont plutôt se passer en présentiel. Dans le cadre de là, on travaille plutôt dans un cadre général. C'est peut-être un peu plus compliqué à distance, bien que, tu vois, je pense, Audrey, au système de porte de notre ami Baptiste. Et là, on pourrait, pourquoi pas, mettre en place du tutorat. Donc, tout ça, toujours issu de la même chose. Alors, on verra aussi, on ne parle pas forcément d'experts, justement. Ils ne vont pas parler d'experts en termes de tutorat. Ils vont employer d'autres choses. Alors, en tant que… donc, disons que si on emploie, parce que expert, ça… Voilà, moi pareil, si on emploie expert, il faut qu'à un moment donné, on puisse donner à tous les enfants, à tous les élèves, il faut que chaque enfant puisse être à un moment donné expert, de façon à ne pas rentrer dans une stigmatisation qui est comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, qui dévalorise l'enfant. Donc, expert, pourquoi pas, mais alors du coup, il faut vraiment le mettre dans un cadre bienveillant, mais plus, où chaque enfant sait qu'à un moment donné, il pourra être aussi reconnu comme expert. Voilà. C'est pour ça que moi, je n'ai pas rebondi de suite, mais puisque Jérôme rebondit… Est-ce que je peux intervenir, Audrey? Bien sûr. Bien sûr. Donc, rebonsoir tout le monde. Je vous parle pour enlever un petit peu l'ambiguïté sur l'expression d'expert. Hein. Comme vous l'avez signalé, il ne s'agit pas d'un expert qu'on va placer haut et que personne ne soit en mesure d'accéder à ce niveau. Le terme expertise pour les enfants, c'est quand même, on le définit pour eux comme étant un attendu à la fin d'un cycle ou d'une séquence d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont un savoir-faire peut-être qu'ils peuvent partager et avec lequel peut-être ils dépassent actuellement, en ce temps, le niveau de la classe. Mais ils peuvent le partager dans cette logique de coopération. Mais cette expertise, c'est un seuil que tous les enfants peuvent y arriver. Et dès le départ, il faut montrer que cette possibilité, elle est accessible à toute la classe et à tous les élèves. Je suis d'accord avec vous. Et l'expertise ici n'est pas un point inaccessible ou très, très difficile pour l'ensemble de la classe. Merci. Tout à fait d'accord, Mustapha, effectivement. C'est pour ça qu'ils n'utilisaient pas le terme expert dans le sens où des fois l'expertise renvoie expert en maths, donc en général, alors que c'est ce que tu dis, Mustapha, à juste titre. C'est pas expert en maths, c'est être capable, se reconnaître capable sur une compétence ou une connaissance, par exemple, de pouvoir aider un copain ou une copine. Et pour être tuteur, donc on va en parler un tout petit peu plus loin. Donc là, on a pris les différentes comment dirais-je, contraintes, caractéristiques, et avoir reçu une formation au geste de l'accompagnement aussi, parce que c'est vrai qu'être tuteur accompagné, il y a des gestes qui sont possibles. Être volontaire, avoir passé et réussi un brevet. Alors, on verra après que le brevet de tuteur, ce que dit Sylvain Connac, beaucoup, c'est quasiment donné, en fait,
Voilà. Après, on peut le perdre, effectivement. Mais c'est important que tout le monde puisse être tuteur à un moment ou un autre dans un ou une autre des domaines disciplinaires. Alors, c'est vrai que c'est plus facile pour nous, enseignants du primaire, parce que nous, on a nos élèves dans tous les domaines disciplinaires. C'est peut-être un peu plus compliqué pour les collègues du secondaire qui ont leurs élèves dans leur domaine disciplinaire. Et voilà, même si effectivement, dans certaines compétences ou connaissances, des élèves vont se retrouver à être plus en capacité que dans d'autres, mais c'est peut-être un peu plus complexe. Mais bon, ça après, c'est au niveau de l'équipe. Et du coup, vraiment, l'idée du brevet, de la même façon que l'expert, ça veut dire que je vais donner la possibilité à tous les enfants à chaque enfant de pouvoir obtenir ce brevet. Voilà, c'est vraiment la valorisation plus. Alors, pour rebondir en présentiel et aussi en distanciel, est-ce que Jérôme, du coup, tu peux basculer? Je viens d'intégrer une diapositive que j'ai utilisée tout à l'heure. Est-ce que tu peux revenir sur ton onglet dispositif coopératif, s'il te plaît? Ouais. Pour illustrer le taux des portes. Et en dessous de la diapositive, là, tu le vois la porte là? Voilà. Ouais. Donc, on pourrait tout à fait imaginer que sur un temps de classe virtuelle, par exemple, donc vous ayez par exemple votre salle virtuelle avec l'ensemble de vos élèves et puis vous mettez en place un système de portes où les élèves pourraient, grâce à un lien de classe virtuelle avec Jitsi, qui est un petit outil qui ne nécessite pas d'adresse mail, c'est gratuit. Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est sur des petits groupes parce qu'au-delà de 10, ça peut vite devenir le bazar. Mais l'idée serait qu'à un moment donné, on dise aux élèves, voilà, vous avez la possibilité d'aller rejoindre des camarades et je l'ai vu en place l'année dernière pendant le confinement, des élèves en fait se retrouver par petits groupes en fonction des besoins identifiés. Donc, ça veut dire aussi évaluation formative. Et du coup, les élèves, quelque part, s'expliquaient entre eux pour justement réaliser l'activité et franchir la difficulté qu'ils rencontraient. Donc, ce système de porte aussi peut être un outil assez merveilleux et la diapositive aussi est toute faite. Donc, allez-y, servez-vous. Et je vous mets le nom des petites salles de visio. C'est Jitsi. Alors, tout ça ouais, tout à fait. Tout ça, c'est pour les plus grands. Bien évidemment, les cycles 2, ça va être compliqué d'utiliser ça. Cycle 3, fin de cycle 3, cycle 4, ça peut être très, très intéressant, effectivement. On va répondre à ta question, Wilfried. On va en montrer des brevets tuteurs. On n'en a que pour le cycle 2 et 3, mais on va en montrer. Et puis, la formation tuteur, c'est juste savoir quel geste. Par exemple, apprendre qu'il faut être volontaire pour être tuteur. Et puis au moment où on va demander, quelqu'un va demander, il faut vouloir le faire. Il faut aussi maîtriser ce qu'on demande, c'est-à-dire se sentir capable dans la question qu'on va nous poser, ou savoir se renvoyer vers quelqu'un de compétent aussi en disant tu vois là, tu me demandes le travail sur les additions à acte retenu. Moi, j'ai encore un peu du mal finalement. Peut-être tu pourrais voir avec Audrey parce qu'elle, je sais qu'elle réussit ça. Voilà un exemple. Et puis, ne pas se moquer. Ça, c'est toujours important. Cécile qui était là, il en a parlé aussi lors de la DVDP. Sylvain, à plusieurs moments, effectivement, ne pas se moquer, c'est quelque chose qui est vraiment important. Pour le tutorer aussi, il y a des choses, des contraintes, entre guillemets. C'est d'abord essayer en premier. Ensuite, exprimer le besoin d'obtenir un soutien en posant une question précise. Il ne serait pas question de dire, par exemple, je ne comprends rien aux fractions. Mais Ouais. pour le coup, je n'arrive pas à additionner deux fractions quand elles ont un dénominateur commun, différent. Au commun, pourquoi pas. Oui, ça peut être. Et c'est ça, effectivement. Et ça marche. Il y a plein de témoignages de collègues. Ils disent, ils mettent en place les tutorats. Et puis, des fois, tu entends les élèves qui disent non, ta question n'est pas assez précise. Tu reviendras me voir quand tu as une question précise. Voilà, donc ça marche. Et puis, remercier celui ou celle qui aide. On est toujours là dans la présence sociale. Ne pas se moquer, remercier, c'est toujours aussi important de le dire. Voilà. Alors, pour ça, on peut avoir des petits outils. On reviendra après avec on peut avoir des petits outils. Ici, on vous en a mis deux qui seront proposés et qui seront issus de la fiche. On vous a mis le passeport et on vous a mis le tétraède. Alors, le passeport, peut-être vous connaissez, c'est tout simple en fait. Vous voyez, là, c'est séparé. C'est en deux parties.
une partie. Et cette partie-là, vous voyez là, il y a la tique en vert et le croix en rouge. En fait, on le colorie, on le plie en deux. Ça fait une petite carte avec d'un côté le check et de l'autre côté la croix. Et en fait, ça, la partie de droite, ça va être pour les collègues, pour les élèves qui sont en train de travailler. On peut le mettre d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire je suis disponible pour aider ou je ne suis pas disponible pour aider, pas encore. Et le passeport, ça va être l'élève qui, lui, va aller l'apporter sur une table. Tiens, je comprends rien à mes fractions avec le même dénominateur, je ne sais pas les faire. Je vais aller voir Audrey, je vais poser mon passeport sur sa table et quand elle sera disponible, elle pourra venir me voir. C'est des dispositifs qu'on peut utiliser indépendamment, complémentaires. Voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Sur le passeport, ce qui est bien, c'est que ça rappelle un petit peu, d'abord, j'ai essayé, je suis bloqué, j'ai une question précise et je ne veux pas qu'on fasse mon travail à ma place. Ça, c'est pour les petites classes. Hein. Et puis, on a le tétraède que vous connaissez sûrement. Moi, j'ai la chance d'en avoir un en mousse que Sylvain nous a offert lorsqu'il est venu faire le stage. Vous le voyez à la vidéo. Oula, heureusement qu'il est en mousse, sinon j'aurais cassé mon ordi. Comme tu te la pètes. Ouais, c'était un cadeau qu'il nous a fait. Donc, le tétraède, en fait, il y a des codes couleurs qui vont permettre, aux élèves de le poser. Et vous le voyez ici, vous avez les différentes couleurs. Ça a été inventé par un collègue à nous sur Lyon, dans la région de Lyon, qui s'appelle Bruce de Mogébost. Voilà, qui a inventé le tétraède, qui peut être utilisé, qui peut être. Alors là, j'en ai un super en mousse et tout ça. Mais voilà, si vous n'avez pas un tétraède en mousse, moi je l'ai mis en place dans ma classe, et bien du coup on le fait construire avec aux élèves et puis on met des couleurs dessus et ça revient au même. Exactement. Ouais, le tétraède aussi, ça peut aider. Et pareil, c'est comme tout, c'est pas à utiliser 6 heures par jour avec les élèves. À certains moments, on va l'utiliser, pas tout le temps, comme dispositif. Voilà, ça, ce sont des exemples. Dans le tutorat, il y a plein de choses. Je sais que Bruce, il a inventé ça, mais il ne l'utilise même pas. Il l'a utilisé, il utilise d'autres dispositifs dans le tutorat. Il y a vraiment, là, c'est juste quelques exemples qu'on vous donne comme ça assez vite. Et voici un petit brevet tuteur pour le cycle 2, pour le cycle 3. Ce sont des questions, là, c'est sous forme de QCM, où on va poser des questions aux élèves, où on va faire vivre des situations aussi. Par exemple, je sais qu'un collègue, Olivier Cousseau, qui est à Providence ici, qui utilise beaucoup les ceintures de compétences, les ceintures de comportement, qui utilise beaucoup de dispositifs, il a mis aussi en place des brevets tuteurs, mais aussi pour apprendre des mises en place de situations. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut passer son brevet tuteur et pourquoi pas, un peu à l'image de… Alors, il faut avoir un peu le temps, effectivement, ça dépend du nombre d'élèves qu'on a, mais à l'image un petit peu de l'auto-école, on va être là en tant qu'inspecteur, entre guillemets, aller suivre un élève qui va tutorer un autre et à la fin, on va dire ok, c'est bon, ton tutorat est bien, tu l'as bien mis en place, on lui fait une rétroaction et on peut valider. L'objectif vraiment, c'est de valider que tout le monde soit tuteur à un moment ou à un autre. Voilà, pour ce qui est reconnaissance de ses compétences, estime de soi, etc. On trouve toujours, c'est pour ça que je dis c'est peut-être plus facile pour nous, profs de cycle 1, de trouver toujours quelque chose dans lesquels nos élèves ont des connaissances et des compétences qui pourraient leur permettre d'aider leurs camarades. On trouve toujours quelque chose. Autre chose à rajouter sur le tutorat? Comme vous dites, on va vous faire un petit, très rapide comme ça. On est déjà en retard. Audrey? Oui, je t'ai déjà envoyé un WhatsApp et un message privé. Mais il ne les lit pas. Alors là, du coup, on va… Je suis harcelée, elle me dit, il faut accélérer. Il faut, en fait, l'idée, c'est de vous donner les grands principes et à chaque fois d'essayer, vous savez, on est tous des pédagogues et donc de vous accompagner tout au long de cette formation et donc d'institutionnaliser avec vous à chaque fois. Donc là, en quelques mots, en 2 minutes, du coup, on vous demande de poser 4 principes que vous avez retenus ou alors des choses qui ont été éclairées par rapport à cette mise en place de tutorat. Ou que vous faites déjà. Ou que vous réalisez déjà dans votre classe. Ah oui, j'ai pas dit qu'il ne le pouvait pas le… Oh, je suis ça. Valoriser chacun. Oui, merci Corinne. Oui, symétrie. Essayez auparavant, bienveillance. Tout le monde peut être tuteur. Exactement, Bérangère. Et du coup, ça va avec la bienveillance.
Merci Marine. Et bonsoir. Être volontaire, maîtriser la compétence. Tout le monde est tuteur à un moment ou à un autre. Super, merci beaucoup. Mise en place d'un brevet pour fixer un cadre. Poser des questions précises. Il y en a d'autres qui ont des fonctionnements différents, c'est-à-dire que tout le monde est tuteur. Après avoir suivi la formation, ils ne passent pas de brevet, ils sont tous tuteurs, ils suivent juste une formation. Par contre, il y a tout un système de ceinture de compétences qui fait que quelquefois, ils peuvent perdre ce statut-là. Et l'idée, juste, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais l'idée des ceintures de compétences, c'est que dès le début de l'année, tous les enfants sont au maximum des ceintures de compétences. Voilà, ils ont tous les droits. Et après, éventuellement, ils en perdent en fonction d'eux. Mais on n'imaginerait pas des ceintures de compétences où le 4 septembre, jour de rentrée, les élèves sont tous ceinture blanche où ils n'ont aucun droit. Donc, on est bien d'accord que Marie-Pierre est souris, je suis sûre, parce qu'on en a déjà parlé. Donc, voilà, c'est vraiment, ils ont toutes les barres du judo, je ne sais pas ce que vous utilisez. Ils ont tous les droits et ensuite, ils peuvent éventuellement en perdre. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec le conseil coopératif. Exactement. On pourra vous tutorer si vous voulez. Hein. Oui, merci. Comment Ils pourront nous tutorer. Ah ouais, avec plaisir. je crois qu'on en a besoin. On a besoin d'été. Alors, le conseil coopératif. Pour rappel, notre ami Sylvain Connac fera une heure entière sur le conseil coopératif vendredi pour ceux et celles qui peuvent venir. Mais pour ceux et celles qui ne peuvent pas, ce sera enregistré, ne vous inquiétez pas. Alors, la question qu'on va vous poser pour entamer le troisième point, c'est est-ce que vous mettez déjà en place des conseils coopératifs dans votre classe ou est-ce que, parce qu'on a la chance d'avoir des CPE et des chefs d'établissement ce soir, est-ce que dans votre établissement, il y a des conseils coopératifs? Pas encore. Il y a beaucoup plus de tutorat finalement que de conseils coopératifs. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose un peu plus lourd, entre guillemets, à mettre en place. Moi, derrière conseil coopératif, il y a le conseil d'élèves. Hein. Je ne sais pas si peut-être vous le connaissez sous ce nom. C'est ça. On a plusieurs types. On peut appeler ça de plusieurs façons. Les conseils d'élèves, les conseils de coordination, les conseils de classe. Moi, j'ai appelé ça conseil de classe. Alors, c'est vrai, quand on est dans le second degré, conseil de classe, du coup, on pense à autre chose. Dans le premier degré, non. Donc, moi, j'ai appelé ça conseil de classe avec mes élèves, mes cycles 3. Donc, ok, il y en a qui le mettent en place et d'autres pas encore. Alors, on va vous en montrer quelques instants. Et puis, si vraiment, là, c'est quelque chose que vous voulez investiguer un peu plus en détail, n'hésitez pas à vous rendre sur la formation de Sylvain vendredi ou à aller voir, si vous ne pouvez pas, le PowerPoint et la vidéo qui sera déposée la semaine prochaine. Alors, Jérôme, qu'est-ce que c'est un conseil d'élèves ? Alors, qu'est-ce que c'est un conseil d'élèves, un conseil coopératif, un conseil de classe? Eh bien, là, c'est une instance de concertation, de décision. C'est là où on va prendre des décisions, on va prendre des concertations. Ce n'est pas juste quelque chose pour régler les problèmes. Si on s'en sert uniquement pour régler les problèmes, ça tourne vite en rond. Voilà. Parmi les caractéristiques, il faut une tenue régulière, par exemple toutes les semaines. Moi, dans le premier degré, je faisais ça une fois par semaine. On faisait un conseil de classe, ça dépendait des écoles. J'étais dans une petite école au fin fond des Pyrénées. On avait un conseil de coordination. Donc là, c'était tous les élèves de l'école. Bon, tous les élèves de l'école, on était 40. Hein. Donc, c'était assez simple. Mais voilà, on faisait ça vraiment toutes les semaines. Donc, c'est tous les élèves d'une classe qui participent et leur enseignant, avec un traitement démocratique des questions et des problèmes rencontrés. Donc, c'est-à-dire, traitement démocratique ne veut pas dire vote, on en parlera un tout petit peu plus loin. Et puis, surtout, une des choses importantes une des choses pour éviter que le conseil ne tourne en rond et que le conseil ne devienne un tribunal, c'est aussi et surtout un lieu pour élaborer et pour suivre les projets pédagogiques et éducatifs de la classe. Alors, justement, le conseil d'élèves, du coup, on peut le penser une fois par semaine, bien évidemment, quand c'est au niveau de la classe. Après, il est aussi intéressant que
les représentants de chaque classe, les délégués, puissent se retrouver aussi en conseil d'élèves. Et là, pour le coup, peut-être pas forcément toutes les semaines, parce que ça ne sera pas gérable, mais qu'il y ait aussi un conseil d'élèves qui se réunissent au niveau de l'école, au niveau de l'établissement, de façon aussi à pouvoir mettre en place des projets pédagogiques qui toucheraient l'ensemble de l'école. Et du coup, les propositions viendraient par les représentants d'élèves et ce seraient les propositions des différentes classes. Et l'idée vraiment, c'est que, comme le disait Jérôme, ce n'est pas juste donner, pointer des difficultés, relever des problèmes. C'est aussi, alors il peut y en avoir, mais surtout ce qu'on attend des élèves, c'est qu'ils soient force de proposition et qu'on arrive à élaborer une solution commune. Et pourquoi pas, à partir d'une difficulté, d'un problème, proposer un projet pour justement réussir à surmonter la difficulté. Alors, il va être important dans ce conseil, du coup, qu'il y ait un président qui va animer le conseil et puis il y a aussi un secrétaire en charge de la trace écrite. Alors, pour le coup, pour l'avoir vécu lorsque j'étais dans le sud du Maroc, à l'époque, il y avait des classes maternelles jusqu'à classe CM2. J'avais des représentants de chaque école, de chaque classe, pardon, et j'avais un petit élève de CE1 qui, alors là, pour le coup, la trace écrite, la prise de notes, et, enfin, voilà, on peut vraiment mettre en place ces conseils et c'est valorisant parce qu'ils ont un rôle pour leur classe, pour l'école. Et puis, la prise de notes, moi, je disais, moi, je prends pas de notes, donc il va falloir que vous me donniez vos notes pour ensuite, je taperai, si vous voulez, le compte rendu. Et là, j'avais... Il y a mon fils qui me dit, c'est pas moi par hasard, non. Et donc, du coup, c'était les secrétaires qui me donnaient leur prise de notes pour que je puisse réaliser le compte rendu. Voilà. Donc, c'est très riche et ça fédère vraiment le collectif au sein d'une école. Et puis, bien évidemment, comme à chaque fois, on n'hésitera pas à féliciter, encourager et remercier l'ensemble des membres du conseil. Sacré Esteban. Alors... Effectivement. Voilà. Et puis, on vous a mis ici les maîtres mots. Alors, tout ça aussi, c'est issu d'une fiche où tout est bien expliqué, tout est bien dit. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement précis. Le président va suivre vraiment ce fonctionnement. Pour les collègues, on va parler de la DVDP un peu plus loin. Vous allez remarquer que c'est les fonctionnements qui sont similaires en fait. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que pour différents dispositifs pédagogiques, dispositifs coopératifs, eh bien, on va avoir des fonctionnements similaires qui vont permettre aux élèves de les prendre en charge beaucoup plus facilement. Oh, punaise. Voilà. Vous avez ici le fonctionnement. Ouverture, rappel, le bilan météo de la semaine. Alors, vous savez, vous connaissez peut-être ça. On fait la vidéo avec… on fait le bilan météo par la vidéo, le bilan météo de la semaine, le bilan météo du conseil avec une main. Peut-être vous connaissez ça. Si vous avez trouvé que le conseil ou que la semaine s'est bien déroulée, vous mettez la main comme ça pour faire un soleil. Si vous êtes plutôt mitigé, ça s'est bien déroulé à certains moments et d'autres un peu plus compliqués, vous mettez la main comme ça pour faire un nuage. Et puis, si jamais vous trouvez que le conseil ne s'est pas bien passé ou que la semaine ne s'est pas bien passée pour vous, vous mettez la main à l'envers pour faire la pluie. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Ça peut nous permettre aussi d'interroger un élève en disant tiens, Audrey, tu as trouvé que ça ne s'est pas bien passé le conseil, est-ce que tu veux nous en parler voilà. Ou la semaine, ça peut être aussi ça. Voilà. La relecture, la vérification des décisions de la semaine, les problèmes, les difficultés au sein de la classe. Bien sûr, comme on disait avec Audrey, ce n'est pas qu'un endroit pour gérer ça, mais on gère aussi quelquefois quelques problèmes, quelques difficultés, des propositions, des félicitations, des encouragements, des remerciements. On retrouvera là le petit nœud rouge des rétroactions, hein, Audrey. Là aussi, on en parle et puis on relit les décisions qu'on a prises et on clôture le conseil. Tout ça, on passe très très vite. Voilà. On passe très vite parce qu'on voulait vous parler de ça aussi et d'une chose importante. Alors, on voit la question de Wilfried. Quelle durée envisager à ce conseil hebdomadaire? Alors, je ne sais pas pour toi, Audrey. Moi, de mon côté, avec les cycles 3, on avait quand même une durée de 45 minutes.
45 minutes environ. Ça dépendait. Après, il y avait des fois des conseils un petit peu plus longs parce qu'on avait des choses. Je sais qu'on avait un projet, comment dire, classe découverte où on avait mis en place des choses, tombola et tout ça. Donc, il y avait des conseils qui, des fois, exceptionnels, prenaient plus de temps. Mais oui, 45 minutes. Je ne sais pas, Audrey, pour toi, tu avais peut-être des élèves un peu plus jeunes? Je mettais en place ces 45 minutes et puis surtout, on se fixait un ordre du jour et on s'y tenait. Oui. C'est-à-dire qu'au début du conseil, on regardait l'heure, on se disait c'est parti pour 45 minutes, voici l'ordre du jour, on s'y tient. Et puis voilà, il faut vraiment que ce soit quand même cadré dans le temps de façon à ce que ça ne déborde pas parce qu'après, la réflexion peut vite aussi retomber. Donc, il faut pas, moi, d'après moi, il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps. Et puis, ce qui n'est pas à l'ordre du jour ne sera pas abordé et sera reporté à la fois d'après. Si on a un conseil en cycle 2, 30 minutes suffisent. Avant que je parte, on avait mis en place un conseil de coordination dans un établissement, dans une petite école iséroise. Voilà, on interrogeait assez régulièrement Sylvain pour des conseils et c'était un conseil donc des délégués de chaque classe et il durait 30 minutes. Voilà. Parce qu'il y avait des petits, il y avait même des petits de grande section. Donc, on ne le faisait pas durer trop longtemps, 30 minutes. Ouais. Voilà, et la dernière chose qu'on voulait souligner, Jérôme, oui. C'était aussi ce qu'on a encadré sur le diapo, c'est-à-dire que voter, en fait, c'est vraiment le dernier recours. Parce que qui dit voter, dit, si je sais pas, on a 25 élèves, non, dans la vraie vie, on en a 30. Si on a 30 élèves et que, admettons, il y en ait 25 même qui soient pour, ben, on en laisse 5 sur le carreau. Donc, l'idée vraiment, c'est d'arriver au vote si vraiment on n'a pas le choix, mais sinon vraiment de chercher un consentement mutuel. Et puis si jamais on n'arrive pas et on voit que ça frotte et que les gamins n'arrivent pas à s'entendre, il vaut mieux reporter de façon à laisser retomber un petit peu, qu'il y ait d'autres arguments aussi qui soient proposés la fois prochaine. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de montrer aux enfants que ce qu'on cherche, c'est vraiment quelque chose qui convient à chaque élève. Ouais, ça c'est quelque chose que moi j'ai découvert plutôt en tant que conseiller pédagogique. Quand je pratiquais dans ma classe, je faisais voter. Et là, vraiment, sur les conseils, il y a beaucoup de gens, Sylvain Connac et autres, hein, qui vraiment disent, voilà, déconseille ça parce qu'effectivement, on va laisser une partie sur le bord du chemin. Vous aurez une petite vidéo. Elle dure 10 minutes ici. Franchement, elle est géniale. N'hésitez pas, c'est hyper bien expliqué la philosophie du consentement. On vous laisse aller voir. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir aller voir. Et ça aussi. Tout ça, ce sont des vidéos de la délégation de formation, innovation, expérimentation de Lyon. Il y en a 5 exactement sur le conseil de classe. Le conseil de coordination, il y en a 2. Vous allez voir, c'est des exemples dans une école. C'est des vrais exemples dans une vraie école avec des vrais élèves. Et vous allez voir, c'est hyper bien expliqué. Et ça permet, en plus, en amont, il y a un petit, sous forme de dessin animé pendant 1 ou 2 minutes qui explique tout. On peut même l'utiliser avec ses élèves, ça. Voilà, donc ça, on vous laissera aller voir. Voilà, j'allais le dire, si vous voulez vous lancer dans cette aventure-là, on peut tout à fait utiliser ces vidéos pour justement proposer quelque chose de modélisant aux élèves pour qu'ils aient une idée de ce qui est attendu par rapport à ces conseils et puis de tirer avec eux les fils pour justement qu'un conseil d'élèves soit réussi et donc de coécrire avec eux les règles et tout ce qui tourne autour d'un conseil d'élèves. Voilà. Et puis nous, on est là si besoin. Alors, 4 principes en moins de 1 minute, parce qu'on a encore 2 choses à voir. Vous allez voir cette petite vidéo sur la philosophie du consentement, elle est éclairante, vraiment. Alors, respecter le déroulé, respecter le temps, la bienveillance. Ah, projet éducatif, super. C'est super d'avoir retenu le projet éducatif parce que nos élèves sont les premiers acteurs de nos établissements et donc s'ils sont à l'initiative de projets, s'ils sont porteurs de projets, c'est assez merveilleux. Et l'important alors pour ça, c'est qu'ils puissent les réaliser après, ces projets-là. Mise en place et suivi des projets. Bravo. Ouais, c'est ça. Faut la météo. La météo pour reprendre la vie de tout le monde, super aussi. Si on leur donne un pouvoir, il faut qu'ils puissent en user.
de ce pouvoir-là. Féliciter et encourager. Ouais. Pas seulement, regarde la diapositive d'en bas, Jérôme, pas seulement les problèmes de la classe. Oui. Tout à fait. Parce que bon, là c'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne risquez pas trop d'avoir les problèmes habituels. Je suis sûre que vous êtes en train de penser aux problèmes de cours de récréation, aux problèmes de cantine, tout ça. Donc, c'est vrai que, voilà, pour aller plus loin que ces difficultés qui sont récurrentes chaque année. Instance, c'est une organisation, tout à fait. Faire vivre la classe. Respect du temps. Oui, d'ailleurs, nous, je ne sais pas si on va le respecter. Donner une chance à chacun. Merci pour ce partage. Effectivement, les rôles tournent aussi. Hein. Les rôles tournent. Ouais. Alors, on va passer celle-ci peut-être. Ou non, tu veux la poser? Est-ce que Non. vous faites des types de débats, de discussions dans votre classe ou qu'est-ce que vous connaissez comme type de débat ou de discussion en introduction du prochain chapitre? Je vois apparaître DV. Il manque le D entre. DVP. Débat interprétatif, débat réglé. Le quoi de neuf? Oui. Avant le débat philosophique. Avant Covid. Ouais, voilà. Alors, la question dans un monde un peu idéal, quoi. Voilà, où tout va bien. Débat en tout littéraire. cas, ce que vous connaissez. Débat littéraire. Le fameux DVDP. Discussion à visée démocratique et philosophique. Débat philosophique. Débat sur un point d'apprentissage lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Débat pour ou contre aussi. Ouais. Alors, je vous invite à aller voir la petite vidéo de Keren Desmery qui est intervenue lundi et qui va lancer la communauté d'apprentissage EMC. Et justement, elle explique un petit peu, elle a écrit je crois que c'était sur son doctorat, en tout cas, elle a écrit un livre un peu sur l'histoire de l'EMC et elle parle aussi du fait qu'en 2015, on a introduit beaucoup de débats différents au sein de l'école, les débats réglés, les débats pour contre et la discussion à visée démocratique et philosophique qui sont plein de types de débats différents. Et puis finalement, avec les nouvelles, la revisite des programmes en 2020, il y a beaucoup, et c'était même avant, beaucoup de ces genres de débats, même la DVDP, qui sont sortis des programmes. La DVDP ne fait plus partie des programmes. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez en faire, et on va en parler justement, la discussion à visée démocratique et philosophique. Vous avez la vidéo de Sylvain Connac qui vous explique ça. Et puis, on a surtout Michel Tauzy aussi qui a travaillé dessus en France. Alors, ce n'est pas Michel Tauzy qui l'a importé en France, hein, mais en tout cas, il a énormément travaillé dessus. Et d'autres collègues, vous avez toutes les références, toutes les sources de ce qu'on écrit qui sont disponibles. Voilà, donc, on explique un petit peu, là, l'objectif de la DVDP, ce n'est pas seulement défendre des positions pour ou contre, mais c'est de développer des compétences rhétoriques en référence à des pratiques sociales. La discussion, l'argumentation, ce sont des pratiques sociales de la vie de tous les jours. Ce sont des pratiques sociales de la langue. Et puis, c'est interroger, se questionner aussi sur des enjeux existentiels. On parle pour de vrai, en fait. C'est des vraies questions. C'est des vraies questions et qui nous font évoluer. On en parlait tout à l'heure, Audrey, avec Marie, c'est ça? Cécile, pardon. On a vécu un moment magique aussi, hors du temps un petit peu, ces 2 heures avec tous ensemble et c'était vraiment… on a vécu ça. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on a vécu ça. On s'est questionné, on s'est interrogé sur ces enjeux essentiels. Alors, la DVDP, la discussion à visée démocratique et philosophique, c'est une sorte de débat. Voilà sur quels sont ces piliers. Là, on aurait pu mettre le tabouret, Audrey. Ton tabouret, tu sais, ton image du tabouret, c'est-à-dire les 3 piliers, la problématisation, la conceptualisation, c'est-à-dire qu'on va travailler et on va argumenter autour de concepts qu'on va problématiser. Voilà. Pour faire un petit clin d'œil à ce qu'on a vécu, en fait, Sylvain Connac nous a fait vivre une situation partant de l'allégorie de la caverne. Donc, cette allégorie est au cœur d'un album littérature de jeunesse. Donc, pour le coup, il est accessible dès le cycle 3. Et en fait, au début, on était toutes comme ça. Oui, voilà, on les fait remonter, on ne les fait pas remonter, etc. Tu te rappelles, Cécile?
on était très tranchés sur nos positions. Et en fait, l'animateur du débat, en fait, nous a amené justement à problématiser. En fait, on n'est pas resté sur les difficultés qu'on avait identifiées, mais il nous a amené à problématiser pour justement arriver à travailler, réfléchir sur des concepts. On est arrivé à parler de tolérance, de respect, de liberté. Enfin, c'était vraiment énorme. Et pour le coup, personnellement, et Jérôme aussi, je pense, au début, on était très tranchés sur une position et à la fin, on avait complètement basculé, mais parce qu'on avait vraiment avancé dans notre réflexion et grâce au groupe, et c'était assez fabuleux parce qu'il y a des règles, donc on a réussi à prendre la parole chacun à notre tour quand on nous donnait la parole, et en fait ce tour de parole nous permettait quelque part de réfléchir à notre réflexion, de se nourrir des réflexions des autres, et c'était un moment magique. On a passé 2 heures et le vivre, ça nous permet vraiment de comprendre l'enjeu de ce type de débat. Voilà. Donc, il y a vraiment des règles à respecter. Il y a un animateur, il y a un président, il y a un reformulateur aussi. À un moment donné aussi, il y a ce qu'on appelle un synthétiseur. Au milieu et à la fin, on fait un stop et puis il présente au groupe, il fait une petite synthèse pour faire état de la réflexion du collectif. Puis ensuite, on repart pas comme on veut, parce que c'est l'animateur qui nous donne la parole. Donc, c'est assez… le président, pardon. Oui, le président. Et du coup, c'était… on avait la parole. Dès qu'on voulait la parole, on la demandait. On avait la parole, mais chacun à notre tour. Donc, c'est un dispositif très intéressant. Et pareil, c'est quelque chose qui va être borné. Il y a un espace, il y a le temps. Et là, pour le coup, on l'avait vécu sur, je crois, 1 heure en soi. Le débat en soi avait duré 1 heure. C'est ça, pour les grands. À partir du cycle 3, les DVDP peuvent être organisés sur un temps d'1 heure, pas plus, mais sur un temps d'1 heure, avec les différentes fonctions dont a parlé Audrey. Tu veux en toucher peut-être un mot, Cécile, puisque tu l'as vécu avec nous, partager avec les collègues. Je remets le son. Non, voilà, c'était la pratique en fait. Voilà, passer de la théorie à la pratique, c'était vraiment très très riche. C'est ce qui nous permet d'intégrer le dispositif beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'était vraiment riche. Et effectivement, d'aller vers l'argument, de passer de l'argumentation jusqu'à le doute, et puis après la conceptualisation de nos idées de départ, c'était très sympa. Et c'est vrai que l'allégorie de la caverne, je ne connaissais pas en soi l'album, et c'est vrai qu'il y a des albums… Oui, le support était vraiment super. Ouais. Oui, et du coup, on l'a en plus. Donc, si vous êtes intéressé, on peut vous le partager. Et c'est vrai que, en plus, là, du coup, ça répond à une petite question de tout début. On a vécu ça à distance. Donc, ça veut dire que, alors pour des élèves plus grands, là, on va parler pour des élèves de cycle 4 ou de lycée, c'est des choses qu'on peut vivre à distance. Et dans tous les domaines disciplinaires aussi. Ma compagne est prof de technologie et à plusieurs moments, elle a fait vivre des discussions à visée démocratique et philosophique autour des enjeux écologiques, par exemple, autour de problèmes, enjeux écologiques, la 5G, ces choses comme ça. Et dans tous les domaines, on peut faire vivre ça. C'est ça qui est intéressant. Voilà. L'objectif, c'est qu'on n'a pas besoin d'être prof de philo, pas du tout. La pensée, régler les repères philosophiques, c'est ce dont on a parlé avant, la conceptualisation, la problématisation et puis l'argumentation. Les règles démocratiques, c'est les mêmes que le conseil coopératif. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces dispositifs sont les mêmes quelque part, ce qui fait que les élèves qui ont déjà l'habitude de travailler le conseil coopératif, le conseil d'élèves, ils peuvent, alors c'est quasiment les mêmes, on va dire. Ils peuvent aussi tout à fait investir de façon plus simple la DVDP. Voilà. L'importance de l'espace et du temps, ça commence. Alors, moi, pour l'avoir pratiqué en animation pédagogique avec des collègues enseignants, je me souviens d'ailleurs, ça me rappelle à ce que tu disais, Cécile, j'avais expliqué pendant 1 heure comment ça fonctionnait et après, on l'avait fait. Au début, ils disaient « Oh ben non, on ne va pas le faire et tout ». Et puis, à la fin, ils ne voulaient plus s'arrêter. Et après, je suis allé, on a travaillé avec eux dans leur classe, donc en cycle 2, même Michel Tosi, avec des élèves francophones. Attention, avec des élèves francophones, commence même en grande section.
même en moyenne section, commence avec certaines choses. Bien sûr, ce n'est pas toutes ces fonctions-là, hein, mais commence à travailler aussi ça. Voilà. Donc là, on est sur une co-animation entre prof et élève et ça marche plutôt bien. Donc, vous avez la vidéo qui vous présente tout ça sur la discussion à visée démocratique et philosophique. J'avance un petit peu. Et puis, vous aurez la fiche aussi, comme d'habitude, la fiche explicative qui explique tout très, très facilement. Les fiches, c'est 2 pages recto verso. Oui. Ah, je suis bloquée. Bon, on ne vous les envoie pas en fait parce que quand vous allez cliquer sur le lien, là sur le lien Philosophie, mais là quand vous allez cliquer sur le lien, vous arrivez directement sur le site des cahiers PEDA sur lequel vous pouvez télécharger les fiches qui sont en libre accès. Hein. Si on vous donne le lien, c'est qu'elles sont gratuites et disponibles en libre accès sur les cahiers PEDA. N'hésitez pas à vous abonner aux cahiers pédagogiques. C'est important. Alors, des principes comme ça, on a été un peu rapide, hein, mais on a une dernière chose à vous parler. On a déjà dépassé l'heure, juste 5 minutes. Une dernière chose. Les fonctions de chacun, les rôles, on voit apparaître. Penser par soi-même, se positionner, argumenter, problématiser, conceptualiser, argumenter. L'idée de la problématisation, c'est justement d'aller au-delà de la difficulté, au-delà d'un problème. Respecter les rôles et les fonctions. Amélie, dans le chat, nous conseille un livre qui s'appelle « Le cercle des petits philosophes » de Frédéric Lenoir. Alors oui, effectivement, merci Amélie pour ça illustre aussi ce que disait Audrey et Cécile, c'est-à-dire qu'on est parti, ce qui n'est pas forcément le cas toujours, mais là, on est parti aussi d'un album de jeunesse. Il y a aussi des livres qui permettent d'aborder des questions philosophiques, de nous donner des idées et de choses à aborder. Ouais. Soit des collections avec des albums dont parlait Audrey, soit des livres dont tu parles, qui va peut-être aborder, je ne le connais pas, mais j'imagine aborder peut-être plusieurs sujets philosophiques. Ah, c'est un documentaire. Ah oui, pardon, excuse-moi. Pardon, je pensais que c'était un livre parce qu'il en existe pas mal des livres comme ça qui ont des noms un peu similaires et qui permettent… Les philofables aussi. Les philofables, ouais, voilà. Genre les philofables. C'est une mine, oui. Faire entendre la pensée en marche. C'est joliment dit. On va vous couper, on est désolé, ouais. Il ne faut pas exagérer avec le temps des collègues, le temps de Dernière chose. Le message clair. Ouais, Michel Picmal, tout à fait, Bérangère. Message clair et médiation. Alors, on va aller très rapidement. Juste vous expliquer en quelques mots ce que c'est. Tu veux le faire, Audrey ? Vas-y. Ok. Voilà, ça vient du Québec, même si finalement c'est plus en place en France qu'au Québec, le message clair. En fait, c'est quoi? C'est une résolution de conflit entre 2 élèves par un échange verbal réglé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des maîtres mots, il y a des outils. C'est un outil pour améliorer le climat scolaire, mais ils ont des maîtres mots, c'est-à-dire qu'ils ont des étapes à dire. Donc, il y a une formation aussi qu'ils doivent suivre. Ils ont des étapes à donner, c'est-à-dire dire ce que l'autre nous a fait, ce que nous on ressent, ce que ça nous fait à nous, et ensuite quelle réparation on attend. Voilà, je vous le dis en très très rapide. Donc ça va permettre ces échanges-là c'est le premier niveau de résolution de conflit entre 2 élèves qui vont utiliser les messages clairs. Vous avez la source ici, il y a une fiche EduSchool qui explique ça assez bien. Donc, comme je disais, il y a aussi un apprentissage préalable. Il y a tout un travail autour de jeux de rôle qui va permettre d'apprendre comment faire parce qu'il y a ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle ces maîtres mots, ces mots à utiliser à chaque fois. Voilà, tu arrêtes pas de me courir après. Moi, ça m'embête parce que je ne peux pas courir, je suis très essoufflé. Je te demande d'arrêter de me courir après. Voilà. Ça demande aussi un apprentissage et ça occasionne l'apprentissage de tout un lexique autour des émotions et des sentiments. Donc, voilà, ça c'est aussi des prérequis pour le message clair. Vous aurez une vidéo. Voilà, c'est ce qu'on a dit, l'énoncé des faits, l'expression des émotions et la demande en retour. C'est ce que je vous disais. Voilà, les 7 étapes aussi qu'on vous a mis. Donc, tout ça, c'est dans la petite fiche EduSchool. C'est une feuille de 3 pages, je crois. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vraiment approfondir ça. Et puis surtout,
On va parler de la médiation après. Surtout, allez voir les autres vidéos. Je vous parlais de 5 vidéos tout à l'heure sur les conseils de classe et les conseils d'élèves. Voici les 3 autres. C'est celle du message clair et les 2 de la médiation. Vous allez voir, c'est hyper bien expliqué. On comprend tout. Ça explique bien aux élèves. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne peuvent pas filmer des vrais messages clairs, donc ils jouent. Donc, les petits élèves de CE1, ce petit garçon-là qui joue, bon, c'est assez drôle, mais voilà, c'est très, très bien expliqué. Donc, ces vidéos-là sont vraiment hyper pédagogiques pour nous, adultes, mais aussi pour les enfants. Et puis, on vous a mis aussi un petit laïus sur la… Peut-être tu voulais dire quelque chose, rajouter quelque chose sur le message clair, Audrey ? Non, c'est justement ça, c'est que si le message clair, si les 2 enfants n'arrivent pas non plus à résoudre seuls leurs difficultés, en fait, on peut faire appel à une tierce personne qui va permettre justement d'aider les 2 protagonistes à trouver des solutions. Voilà. Donc, le message clair peut être donc, entre les deux enfants qui vivent une difficulté et puis aidé d'une 3e personne. C'est ça. À l'issue du message clair, si le message clair n'a pas abouti, s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent aller demander. Il y a des écoles qui mettent en place la médiation. Alors pour ça, ça demande par contre là vraiment une formation à la médiation vraiment importante. Où là, il y a tout un protocole avec des contrats à réaliser. Ça se passe dans un endroit précis, il y a des contrats à rédiger, ils doivent se refaire un message clair, les médiateurs, ils doivent essayer avec les protagonistes de faire trouver une solution, une réparation, il y a une signature de contrat, etc. Peut-être dans vos écoles, vous pratiquez déjà cette médiation, mais je sais que moi, pour connaître par exemple des écoles qui la pratiquaient sur ma circonscription avant que je rejoigne la MLF, je sais que les remplaçants disaient bon, c'était le milieu plutôt campagnard, enfin de la campagne rurale, pardon, un milieu rural, mais avec quand même des problématiques de violence, hein, parce que c'était un milieu rural entre Grenoble et Lyon, avec des gens, c'était pas, voilà, c'était pas, il y avait quand même des problématiques de violence. Et pour les écoles qui pratiquaient la médiation, les remplaçants, entre autres, qui bougeaient dans toutes les écoles, le disaient c'est fou, quoi. Dans cette école-là, on voit vraiment un apaisement des élèves dans la cour de récré, etc., beaucoup plus que dans l'école d'à côté, alors que la population était la même finalement. Donc voilà, c'est des choses. Mais peut-être pratiquez-vous déjà la médiation ou le message clair dans vos écoles, si vous voulez en… Ouais. Juste un exemple, rapidement, on l'avait mis en place dans l'école quand on était dans le sud du Maroc, à l'Aïoun. Et en fait, alors on allait… Oh, tu m'as enlevé les… On n'allait pas forcément jusqu'à la signature du contrat, mais on s'était rendu compte quand même très vite que ça créait un climat quand même où les élèves étaient rassurés parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, s'ils n'arrivaient pas à résoudre le conflit, ils pouvaient faire appel à une personne ressource et du coup, en début de chaque semaine, des enfants médiateurs étaient identifiés. Alors, c'est eux qui avaient choisi, ils se mettaient un dossard et en fait, ces enfants-là, du coup, pendant la récréation, pouvaient être sollicités pour aller aider leurs camarades à résoudre des conflits. Voilà, donc ça vraiment, on avait senti que le climat était plus serein et surtout des enfants qui avaient des difficultés relationnelles avec d'autres savaient qu'ils avaient à un moment donné un appui et qu'ils pouvaient du coup régler leurs difficultés. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Alors, ce n'est pas miraculeux, hein, mais ça participe vraiment à rendre un climat plus serein. Et s'il y a échec, comme tu l'as dit, ce n'est pas miraculeux, le dernier stade, c'est appel à l'adulte pour gérer le conflit. Exactement. Ce que faisait cette école, pour terminer, c'est qu'elle formait ses élèves de CE2. Elle formait ses élèves de CE2, ce qui fait qu'après, ils avaient une visibilité CE2, CM1, CM2, donc ils avaient un vivier, entre guillemets, de médiateurs, comme ça. Voilà, à partir du CE2, elle formait, c'était une association qui formait ces enfants. C'est plusieurs heures de formation à la médiation. Voilà un peu ce dont on voulait vous parler et ce qu'on voulait un petit peu vous… Je ne sais pas si quelqu'un a un témoignage ou a envie de parler des messages clairs ou de la médiation, il peut tout à fait ouvrir son micro.
Et puis sinon, parce que je vois que l'heure est dépassée, 1 minute pour écrire ce qui a été éclairé pour vous durant cette session. Est-ce qu'il y a une petite chose? On est conscient tout à fait qu'Audrey, on l'était en préparant, qu'on a vraiment effleuré ces dispositifs, mais c'est un diaporama 2.0. C'est-à-dire que quand on va vous l'envoyer, il y a plein de ressources en lien sur ce diaporama. Vous allez pouvoir cliquer s'il y a vraiment des choses que vous voulez vraiment approfondir, et vous aurez toutes les ressources pour ça. Et nous serons là, bien évidemment, avec Audrey aussi pour vous donner des choses. Si je me souviens bien, Marie-Pierre, il me semble que vous l'aviez mis en place avec Michael, le message clair. Oui, on a mis en place les messages clairs, ça a très bien fonctionné. Et moi, je pense que c'est surtout en termes de climat scolaire que ça a vraiment un impact. Parce que les élèves, tu disais tout à l'heure, Audrey, les élèves savent qu'ils ont des relais. Il y a une vraie... une vraie prise en charge des conflits qui est quasiment immédiate. Nous, on avait des élèves qu'on rencontrait même à l'extérieur de l'établissement, dans des lieux, sur des piscines ou des choses comme ça, et qui se faisaient des messages clairs, quoi. Ils avaient vraiment tout à fait intégré le fonctionnement. La seule chose, c'est que ça suppose que toute l'équipe soit formée et active dans la diffusion de ce mode de fonctionnement. Et nous, on l'a fait pendant plusieurs années. J'y ai vu au collège vraiment de gros avantages, parce qu'on avait des élèves qui arrivaient de l'école avec cette formation-là, et qui donc, en termes de gestion des conflits, c'était beaucoup plus simple. Malheureusement, l'équipe s'est un peu désengagée au primaire, et du coup, on a perdu ça, et je trouve que c'est vraiment dommage. Il faut qu'il y ait une adhésion de tout le monde. Sinon ça tombe, sinon ça fonctionne pas. Voilà. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut que ce soit un projet d'école. Il faut que ça fasse partie d'un projet commun. Je suis d'accord. Merci pour cette précision importante, Marie-Pierre. Tout à fait. On a Marine aussi qui nous dit dans le chat qu'elle a mis en place, ça a été mis en place l'année dernière dans l'école, c'était super. Les enfants adoraient, apprenaient à partager leurs émotions et à mettre des mots aussi sur les problèmes et les émotions. Et oui, ça c'est aussi important, mettre des mots sur ça. Mais ce que tu disais, Jérôme, tout à l'heure, c'est très important. C'est-à-dire que pour qu'ils mettent un mot, il faut leur donner justement les outils. Donc là aussi, en plus, dans nos établissements internationaux, ça peut être tout à fait l'objet de projets, et du coup, de permettre aux élèves de pouvoir s'exprimer en langue en leur donnant les outils, et du coup, après, de leur permettre de construire la compréhension en mettant en lien tous ces mots, et du coup, pouvoir mettre en mots leurs mots, M-A-U-X. Donc, c'est beau. Merci Marine pour ce témoignage. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez compléter effectivement les différentes choses. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Tout à fait, Moustapha. En soirée pour beaucoup. Merci beaucoup. En soirée et un jour férié. Je n'allais pas le répéter. Je me permets de le faire du coup. Mais vous êtes, comme je le disais hier soir à des collègues, d'ailleurs des collègues de Marrakech qui étaient connectés avec nous tard, parce que j'avais découvert que mon cher collègue adoré avait mis une réunion après 3 visios, etc., etc. Bref, je ne reviendrai pas sur les détails. Et du coup, je leur disais en toute sincérité, voilà, merci pour leur courage. Et voilà, vous êtes des courageux, des courageuses. Merci beaucoup et merci pour tout ce que vous faites pour nos élèves. Ouais, super. Merci Cécile. Ouais, mise en place dans l'école en même temps que les conseils d'élèves, et ça a amélioré le climat scolaire. Super. Et Moustapha aussi nous a fait un petit retour très intéressant dans le chat. Merci beaucoup. Une communication non violente, ouais, stimulée chez eux. Alors voilà, on a conscience avec Audrey qu'on a complètement juste effleuré certaines choses. C'était voilà, vous donner un aperçu, et peut-être il y a des choses que vous aurez envie d'aller creuser. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez envie de creuser quelque chose, on propose une autre session, on crée ensemble, on produit ensemble. Si vous
il y a un dispositif qui vous intéresse et vous n'arrivez pas à voir comment le mettre en place à distance, en hybride, on n'a pas de recettes. De toute manière, notre métier, ce n'est pas un livre de recettes, mais par contre, on aime beaucoup mettre les mains dans le cambouis. Donc, n'hésitez pas, je l'ai placé pour ceux qui le connaissent. Je n'ai rien à rajouter. Non, voilà. Non, mais n'hésitez pas. Et puis, si vous avez envie voilà, et que vous avez besoin d'aide ou juste dire j'ai envie d'échanger, n'hésitez pas. Voilà. On se fera un grand plaisir de partager et d'échanger avec vous. Parce qu'on a besoin de vous pour nourrir notre réflexion et progresser. Merci à tous. Merci à toutes. À très, très vite.